Bonjour à tous et bienvenue au Printemps des Territoires. Je suis Maude Prusse et j'ai le plaisir d'animer les ateliers du quartier Habitat et Immobilier. Lorsque l'on parle d'habitat privé dégradé, on pense aux grandes copropriétés, aux grandes villes et souvent à Marseille. Et pourtant, c'est un enjeu national qui touche tous les territoires, qui concerne les grandes et les petites copropriétés, les centres-villes et leurs périphéries. Nous avons choisi Marseille car sa problématique impose des actions innovantes. Avant de vous présenter les intervenants de cet atelier, une information utile. En fin d'échange, nous aurons 15 minutes pour répondre à votre question. Donc, je compte sur vous. C'est parti. Pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le vice-président de la métropole Aix-Marseille et également président de la SPLAIN, Société publique locale d'aménagement à intérêt national, Monsieur David Itier. Bonjour. Monsieur Sébastien Caté-Wagner, directeur programme à l'ANA. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Alexis Rouque, directeur régional de la Banque des Territoires en PACA. Bonjour. Alors, Monsieur Caté-Wagner, on va commencer avec vous. Les copropriétés dégradées sont un enjeu national qui concerne tous les territoires. C'est pourquoi l'ANA a mis en œuvre un plan pour plus de 1000 grandes copropriétés à problème. Alors, comment on les identifie? Qui sont les partenaires nationaux de ce plan? Est-ce que vous pouvez nous en dresser une synthèse? Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc, le plan initiative copropriété, il a été créé en 2018. Suite, on va dire, à une enquête terrain auprès de l'ensemble des préfectures pour remonter les sujets difficiles de copropriété dégradée à l'échelle du territoire. Il en est ressorti plus de 600 copropriétés à l'époque en difficulté et un besoin, on va dire, d'accompagnement et de créer une boîte à outils à destination des collectivités locales. De là, des partenaires nationaux ont été mis autour de la table, dont l'ANA, dont je me permettrai de parler à la fin, mais tout d'abord l'ANRU, dans le cas des projets NPNRU, notamment le recyclage ou la transformation des copropriétés qui sont trop en difficulté, qui ne peuvent plus rester copropriétés. La Banque des Territoires, bien entendu, en termes d'ingénierie et d'accompagnement à porteurs de projets auprès des collectivités locales, et dont leur fer de lance, qui est CDC Habitat, qui est là pour faire du portage ciblé, voire massif, voire de recyclage auprès des collectivités locales. C'est Procivis, qui est là pour préfinancer les subventions auprès des copropriétés, voire du reste à charge dans leur territoire. Et je vais terminer par l'ANA, qui, on va dire, est pilote de ce plan et finance, que ce soit en prévention, en redressement et en transformation, les copropriétés. C'est une vraie boîte à outils, c'est-à-dire qu'on laisse les collectivités locales mettre de leurs projets, parce que c'est elles qui sont compétentes en habitat, donc on est vraiment apporteur, en expertise, et d'où la nécessité d'être vraiment accompagnateur et de signer des conventions avec les collectivités pour se donner vraiment une échelle de temps, parce qu'une copropriété, ça ne se redresse pas en un an, c'est plutôt une échelle de 10 ans pour redresser des copropriétés. Et comme je le disais tout à l'heure, on est à 600 copropriétés. Ce plan marche, on voit que les collectivités commencent à le faire, parce que maintenant on est à plus de 1000 copropriétés qui sont inscrits dans le plan, soit en suivi national, soit en suivi régional. C'est un peu plus de 80 000 logements aujourd'hui qui sont dans ce plan copropriété. Très clair. Donc j'imagine des situations différentes pour chaque copropriété. Alors quand on doit s'engager dans un tel projet, ça peut paraître énorme, mais on commence par où? Alors on commence toujours par le diagnostic. En tout cas, c'est ce qu'on demande à l'ANA, parce qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain d'exproprier des copropriétaires. On demande vraiment une étude à l'échelle de la copropriété, mais aussi à l'échelle du quartier. Comment transformer le quartier pour que la copropriété puisse se maintenir. Cette étude est essentielle à la fois pour le politique, les élus, d'être sûr que la décision est la bonne à prendre, parce que ça a un impact pour les habitants qui est à long terme. Et cette étude doit faire, on va dire, 3 stratégies. Court terme, notamment pour les travaux d'urgence, maintenir la sécurité des occupants. Moyen terme, pour redresser, et voire très long terme sur le recyclage de la copropriété. Et c'est comment l'ensemble des partenaires nationaux qui accompagnent la collectivité locale peut l'accompagner dans le cadre de ce projet. Donc chaque situation est différente. Dans un même quartier, on peut avoir des situations différentes où on peut démolir une tour et garder l'autre tour à côté. Tout dépend en fait de la situation sociale, de fonctionnement, de gestion et urbaine de la copropriété. Très bien. Alors on va regarder comment ça fonctionne concrètement. Monsieur Itier, Marseille est un cas d'école. La métropole est confrontée au problème des grandes et des petites copropriétés dégradées. C'est bien ça? Oui, j'ai l'habitude de dire que
en matière d'habitat ancien, d'habitat dégradé, de grandes copropriétés. Ici à Marseille, alors aujourd'hui on est à Paris, mais à Marseille, dans notre métropole, on cumule toutes les difficultés et dans des ampleurs qui sont peut-être inégalées ou en tout cas qui sont extrêmement importantes, avec à la fois des sujets sur l'habitat ancien, la petite copropriété privée, mais également le sujet des grandes copropriétés. On parlera peut-être de quelques-unes tout à l'heure. Et il faut bien les distinguer parce que dans le travail que nous avons apporté tous ensemble, et dans ce travail partenarial, il y a besoin de méthodes différentes, de projets différents. Ça relève d'ailleurs de diagnostics différents, d'outils différents, de temps différents. Donc il faut bien distinguer ces deux sujets de la petite et de la grande copropriété. Et je veux immédiatement dire que pour arriver à des résultats, et c'est ce qu'esquissait Sébastien Caté-Wagner, il faut que ce travail soit mené en partenariat et de manière transversale. Et dans notre territoire, nous le menons en partenariat avec tous ceux et toutes celles qui ont pu être cités tout à l'heure, de l'ANRU à l'ANA, à la Banque des Territoires. Mais c'est un travail partenarial entre institutions locales aussi. Et ce travail qu'on va évoquer, on le porte aussi de notre côté à la métropole, avec la ville de Marseille, avec les institutions locales, avec la SPLAIN également sur le centre-ville de Marseille. Très bien. Alors, si on écoute ce que nous a dit M. Caté-Wagner, la première étape, c'est de bien définir son projet. Comme ça semble évident, mais concrètement, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, avant même le projet, et je vais vraiment le rejoindre dans le détail, c'est surtout le diagnostic. Je crois que pour bien traiter, pour obtenir des résultats, il faut qu'on connaisse bien le territoire, les problèmes, les mots MAUX du territoire sur lequel on intervient. Et en même temps que ce diagnostic, de définir des objectifs politiques. Et là, c'est vraiment notre rôle. C'est à partir de ce diagnostic, de savoir sur quel terrain on intervient, quelles sont les vraies difficultés. Quand vous intervenez dans le centre-ville de Marseille sur de l'habitat ancien et sur un 3 fenêtres, sur un habitat particulier marseillais, c'est pas la même chose que dans d'autres habitats anciens du territoire. Donc d'abord ce diagnostic et en même temps, quels sont les objectifs politiques pour écrire ce projet qui est vraiment la base pour intervenir derrière. Donc j'entends, il y a bien deux sujets, les grandes et les petites copropriétés. Donc on va les traiter séparément. Pour les petites copropriétés, quelle est la méthode? Alors, quelle est la méthode pour les petites copropriétés? Autant vous l'illustrer parce que nous sommes en train de mettre en place sur Marseille. Il y a toute une machine qui est en train de se mettre en place avec l'objectif de basculer dans un traitement opérationnel de ces petites copropriétés. Il faut bien avoir à l'esprit que quand on parle de petites copropriétés, on parle d'un immeuble ancien avec 5, 6, 7, 8 copropriétaires qui répondent à des logiques complètement différentes et qui répondent à des logiques économiques, mais à des logiques de vie aussi complètement différentes. Du marchand de sommeil à la personne peut-être âgée qui vit dans ce logement depuis 30 ans, il y a des logiques complètement différentes. Donc il y a, pour nous en tout cas, une machine qui se met en place et qui va alterner entre à la fois du répressif quand c'est nécessaire, c'est le permis de louer que tout le monde connaît, c'est tous les outils qui peuvent se mettre en place, mais aussi tout ce qui va relever de l'incitatif. Et là, les aides notamment de l'ANA sont extrêmement précieuses parce qu'il va nous falloir, dans la dentelle, immeuble par immeuble, copropriétaire par copropriétaire, aller faire en sorte que des travaux de réhabilitation se fassent. Et je veux en finir par là. Nous avons fait un choix à Marseille, sur le centre-ville de Marseille, sur les zones où la SPLAIN va intervenir, en se disant que l'objectif de la puissance publique ne peut pas être de racheter l'ensemble du parc qui est dégradé et de mettre la main sur 100% des biens. Donc nous avons estimé que 70% du parc allait rester du parc privé, sur lequel nous allons alterner entre ce répressif et cet incitatif. Et puis sur 30% restants, eh bien, la puissance publique va prendre ses responsabilités et va, à court ou à moyen terme, récupérer la maîtrise foncière, à la fin d'une logique aussi répressive parfois. Et c'est ce parc-là, ces 30% d'immeubles que nous avons envisagés, qui va nous permettre de développer du logement social dans une zone que vous ne connaissez peut-être pas tous, le centre-ville de Marseille, mais dans laquelle il y a très peu de logements sociaux de droit, mais énormément de logements sociaux de fait. D'accord. Donc pour les petites copropriétés, les outils sont en place et si je vous suis, la phase opérationnelle va pouvoir commencer.
Oui, et c'est vraiment l'objectif là, des prochains mois, c'est qu'après toutes les étapes de diagnostic, de projet, de mise en commun des objectifs politiques, à travers un projet partenarial d'aménagement, à travers tous les outils qui s'étaient mis en place, l'idée est de basculer maintenant dans une phase opérationnelle qui est extrêmement attendue. Je n'ai pas besoin de vous citer les événements de 2018 et de la rue d'Aubagne pour vous faire comprendre l'attente à ce que les pouvoirs publics prennent en main et traitent réellement ce sujet. Et on va pouvoir passer en phase opérationnelle, d'abord parce qu'on a la SPLAIN, la Société publique locale d'aménagement d'intérêt national, qui porte ce travail partenarial ville, métropole, État, qui va pouvoir disposer des concessions de l'État, de la métropole, pour porter ces sujets sur un certain nombre d'îlots qui seront démonstrateurs, et progressivement entrer dans ces phases opérationnelles en recyclant de l'habitat ancien, qui d'ailleurs avait été collecté, stocké pendant des années par nos institutions à travers des DUP, des préemptions ou autres. Eh bien, on a comme ça on appelle ça, nous, un îlot flottant, un 5e élément, un ensemble d'immeubles que les collectivités, la puissance publique avaient stocké et que l'on va pouvoir immédiatement recycler pour y faire du relogement temporaire et ainsi répondre aux travaux qui auront lieu par la suite. Ok, donc j'imagine que pour tout ça, il faut des solutions financières. Et justement, Monsieur Rouc, est avec nous. Alors, comment vous accompagnez les territoires pour lutter contre l'habitat indigne ? Alors, l'intervention de la Banque des territoires, elle est polymorphe en fait, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, à variété ou diversité de problèmes doit répondre une diversité de solutions. Notre première intervention, comme dans beaucoup de politiques publiques ou de secteurs d'intervention publique, c'est l'ingénierie. C'est, comme on le disait tout à l'heure, l'importance du diagnostic, poser le diagnostic, produire des études, avoir les idées claires sur le projet. Ça, c'est notre contribution au titre de l'ingénierie. C'est la seule partie de l'activité de la Banque des territoires qui prend la forme de subvention. Parce que la Caisse a souvent une image de poche profonde. En réalité, ce n'est pas une poche profonde. Ça reste un acteur économique et financier. Le seul secteur dans lequel on met de l'argent directement sous forme de subvention, c'est l'ingénierie. Et on est signataire du projet partenarial d'aménagement pour le centre-ville de Marseille. On y met par exemple 500 000 euros à l'échelle de l'opération. Deuxième registre, donc une fois qu'on a fait les études et qu'on a produit de l'intelligence sur le sujet en partenariat avec tous les acteurs, deuxième sujet, on intervient classiquement avec nos outils de prêt aux organismes de logement social, prêt aux collectivités locales pour accompagner de la revitalisation, pour accompagner des travaux, de l'acquisition, amélioration. Donc on a toute une gamme de prêts qui s'adressent à des opérateurs qui sont d'abord des opérateurs publics. J'y reviendrai après parce qu'il y a la question des opérateurs privés, des propriétaires privés qu'il faut traiter. Mais lorsqu'on a des interlocuteurs qui sont des opérateurs publics, sociétés publiques d'aménagement, organismes HLM, collectivités locales, on a des outils d'ingénierie financière, des outils de prêt, prêt habitat privé, prêt copropriété dégradée, prêt acquisition amélioration, pour accompagner l'opération de réalisation de travaux d'acquisition amélioration. Et puis troisième registre d'intervention, là c'est un sous-ensemble de la Banque des territoires qui est CDC Habitat, qui s'est doté d'une structure particulière qui s'appelle CDC Habitat Action Copropriété et qui a pour objectif de revitaliser à peu près 15 000 logements à l'échelle nationale. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'appropriation collective. Il ne faut pas oublier que derrière la question des copropriétés dégradées, il y a la question de la propriété privée. C'est ça le nœud en fait. C'est pour ça que c'est si compliqué ce sujet-là. Dans certains cas, on est obligé d'aller vers une forme d'appropriation par les organismes collectifs. Et là, il faut un opérateur qui sait le faire, qui sait acheter au cas par cas, à l'amiable, ou qui sait le faire dans le cadre de DUP, de droit de préemption. Et CDC Habitat s'est mobilisé pour pouvoir le faire, pour être au dernier stade de l'action, quand à un moment donné, on est obligé d'avoir l'acquisition des biens soit pour les démolir, soit pour les revitaliser en y refaisant des travaux et en redonnant une chance à la copropriété de bien fonctionner. Très bien, donc ça, c'est les solutions qui existent aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire pour demain ? Je vais vous parler de l'habitat privé, justement. Alors, on le disait tout à l'heure, l'objectif sur le centre-ville de Marseille, quand on traite des copropriétés qui sont en fragile, c'est de dire, à l'arrivée, une fois qu'on sera intervenu, il y a quand même 70% de ce patrimoine-là sur lequel on sera intervenu qui restera propriété privée. Et donc, il faut trouver les outils pour permettre à des copropriétés qui sont fragiles et qui dysfonctionnent, leur donner les moyens de réaliser les travaux qui permettront de redonner une dynamique à la copropriété. Donc on parlait tout à l'heure de Procivis et des SACICAP. Ce sont des opérateurs, financiers qui sont là pour faire du préfinancement
des aides aux copropriétés. L'argent, il est là. Les collectivités locales ont prévu beaucoup de dispositifs d'aide très généreux, que ce soit la métropole ou le département. L'ANA apporte des aides également, l'ANRU apporte des aides. L'enjeu, en fait, pour nous, c'est de réussir à le préfinancer, parce que pour des ménages fragiles et pour des copropriétés fragiles, l'enjeu, c'est la trésorerie, en fait. C'est pas la capacité à porter, in fine, le coût des travaux, parce que pour ça, encore une fois, il y a beaucoup d'outils qui existent. Mais il faut réussir à faire le préfinancement. Aujourd'hui, on s'appuie sur Procivis et sur les SACICAP, la SACICAP Provence qui travaille beaucoup sur le sujet. Mais elle a un sujet de moyens, c'est-à-dire que même si c'est du préfinancement et si à l'arrivée elle récupère l'argent qu'elle aura injecté dans le système, il faut récupérer auprès des bailleurs de fonds et donc il faut pouvoir récupérer les justificatifs de réalisation des travaux. C'est un travail compliqué, un process compliqué qui met aux prises des administrateurs judiciaires, des syndics de copropriété, des opérateurs qui accompagnent les copropriétés, des architectes qui font la maîtrise d'œuvre, tout ça est compliqué. Donc il y a une forme de fragilisation financière des SACICAP. Aujourd'hui, elles butent sur leur capacité à faire à grande échelle. Et donc, pour changer d'échelle, pour basculer dans la massification, parce que c'est ça l'enjeu de Marseille, en fait, c'est la massification. On est en train de travailler avec Procivis au niveau national et la Banque des Territoires au niveau national pour essayer de voir comment on peut leur apporter faire l'avance à celui qui fera l'avance, en fait, ou permettre à celui qui fera l'avance de supporter le coût en trésorerie. Donc ça, vous voyez, tout ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est notre intervention dans notre couloir, acteurs classiques, opérations classiques, Banque des Territoires, du prêt, de l'ingénierie. Mais il faut aussi qu'on soit plus inventif à Marseille en accompagnant les opérateurs qui traitent la partie copropriété privée, parce qu'encore une fois, tout ça ne se traduira pas par de l'appropriation collective systématique et à grande échelle. Ok, donc on avance, mais encore beaucoup à faire. Donc regardons maintenant la méthode pour les grandes copropriétés. Monsieur Itier, quelles sont les avancées sur le parc Corot? On va effectivement prendre, Vaste si vous voulez sujet. bien, le parc Corot, mais je veux d'abord redire que sur tous ces sujets sur lesquels on intervient, il faut d'abord admettre, la complexité, et deux, admettre que nous sommes sur du temps extrêmement long. Et donc le parc Corot, on aurait pu vous en parler il y a des années et on en parlera encore pendant longtemps. Pour autant, les choses avancent grâce à l'aide également, comme le disait M. Ruck, de tous ces outils qui se mettent en place et qui permettent petit à petit de grignoter du foncier dans la copropriété et d'avancer sur les objectifs que nous nous sommes fixés sur le parc Corot. J'espère en tout cas que 2023 va permettre des avancées considérables, puisqu'on se fixe comme objectif avant la fin de l'année 2023, à la suite de toutes les DUP, les acquisitions publiques, etc., qui sont en cours de finalisation, et bien que l'on puisse commencer des démolitions massives, notamment sur une des tours qui est vidée depuis bien longtemps, vidée de ses occupants, mais qui n'appartient pas à la puissance publique et dont nous n'avons pas la maîtrise foncière. Puisque nous sommes sur du temps long et complexe, et bien forcément tout cela prend du temps, mais 2023 permettrait de basculer dans l'opérationnel avec les deux principaux immeubles du parc Corot, qui est un ensemble de plusieurs immeubles qui pourraient être démolis d'ici 2024. En tout cas, c'est les objectifs du calendrier que nous allons essayer de tenir au maximum. Très bien, donc le sujet est traité, mais les efforts se verront sur un temps plus long. Monsieur Caté-Wagner, comment du coup vous accompagnez Marseille sur le sujet du parc Corot? Alors, sur le parc Corot, c'est un très bel exemple, on va dire, d'une boîte à outils. Parce que vous avez deux sujets qui sont dedans. La transformation, c'est-à-dire le recyclage, comme le disait très bien Monsieur Itier, de deux bâtiments, où là c'est plutôt l'ANRU qui vient financer cet apport, et CDC Habitat, la filiale de CDC Habitat qui est le maître d'ouvrage, qui est le concessionnaire d'aménagement de ce quartier. Une autre partie de bâtiments qui reste, où là c'est l'ANA qui sera présente au titre du redressement en termes d'accompagnement des copropriétés, notamment un gros financement de travaux d'urgence qu'on a notifié à 100% pour aller plus vite en termes de travaux, qui est là, et bien entendu avec Procivis qui est là pour préfinancer les subventions. Donc on voit bien que cette boîte à outils créée au niveau national permet au parc Corot d'avoir des objectifs et d'avoir vraiment une capacité d'y aller. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on est une boîte à outils, et la chance qu'est l'ANA, c'est qu'on est décentralisé. C'est-à-dire que ce n'est pas Paris qui décide de ce qui va se faire au niveau du terrain, c'est une décision entre la métropole compétente en habitat et monsieur le préfet qui est délégataire des aides de l'ANA. Et ça, c'est un atout, je pense, qui est considérable pour les collectivités de pouvoir vraiment lancer leur projet. On n'est pas l'obligation de passer par Paris pour lancer son projet. Très clair. Mais lorsqu'on vous écoute et qu'on regarde l'échelle temps, on a un petit peu l'impression que le problème est insoluble. Alors, je vais poser une question, vous n'avez peut-être pas de réponse, mais est-ce qu'il y a des exemples de réussite?
Alors il y en a un, on est dans cette ville, c'est la ville de Paris, où il y avait un grand plan habitat indigne qui avait été lancé par Monsieur Delanoë à l'époque, maire de la ville de Paris, où à l'époque c'était près de 50 000 logements qui étaient considérés comme habitat indigne. Et aujourd'hui, on en est à presque 20 ans après, on est à un peu moins de 5 000 logements. Donc on voit qu'il y a un effet qui se met en place, qui est long. Et c'est ça qui peut être frustrant à la fois pour les techniciens, pour les habitants et aussi pour le politique. C'est quelque chose qui est long et qui a du mal à se voir. Mais une fois qu'en fait cette masse est passée, vous êtes dans un arrondissement qui est le 19e arrondissement, vous avez les tours Fugue en fer de Flandre, où il y a 2 copropriétés qui sont des tours IGH, qui là ont été notifiées par l'ANA, où les travaux vont pouvoir se lancer en termes de rénovation énergétique. Vous êtes aussi pas très loin la place Sainte-Marthe, alors que maintenant c'est un quartier, on va dire, gentrifié, où tout le monde trouve ce quartier sympa, mais qui était complètement insalubre quand l'ANA est venue intervenir. Et donc on voit bien qu'il y a des réussites. Je ne vais pas citer que Paris, je vais aussi citer la ville de Saint-Denis, où là aussi c'est la Soreca, un peu comme à Marseille où c'est la Espalienne qui va être le maître d'ouvrage derrière, qui fait une véritable intervention sur son centre ancien. Et là on voit le changement à la ville de Saint-Denis du avant-après qui est en train de se faire. Et donc la lutte contre l'habitat indigne, c'est un temps long, c'est un vrai marathon, mais à la fin on y arrive. Très bien, et on sait faire, et ça c'est rassurant. Pour de tels projets, j'imagine que l'évaluation est permanente. Comment est-ce qu'on peut être un peu plus efficace demain ? Alors il y a plusieurs choses. Tout d'abord au niveau de l'ANA, l'ensemble de nos dispositifs lancés, on les évalue au fil du temps. Parce qu'on n'est jamais sûr que ça marche sur le terrain, parce que chaque terrain est différent. Je peux penser au dispositif de carence qu'on doit remodifier derrière suite à la demande de terrain. Je pense au portage ciblé. Beaucoup d'opérateurs nous disent que ce n'est pas assez la durée, ou même le financement. Donc c'est des choses qu'on évalue dans le temps pour améliorer nos dispositifs. Mais ensuite, la grosse problématique de l'ANA, c'est qu'on n'est qu'incitatif. Et en fait, il manque un véritable outil coercitif pour dire aller forcer les copropriétaires à aller jusqu'au bout et surtout de ne pas avoir des blocages de marchands de sommeil qui bloquent la copropriété. Et comment on va de l'incitatif au coercitif. Et donc je pense qu'il manque un véritable outil juridique ou une amélioration d'outils juridiques pour aller de l'incitatif coercitif plus facilement. L'autre chose, et là c'est à destination plutôt des collectivités locales, mais en lien avec l'ANA, c'est comment mieux observer son parc de copropriété pour prévenir en fait de ne pas arriver à la difficulté. Parce que quand on est face à une copropriété en difficulté, en fait, tout d'un coup, c'est 10 ans. Et en fait, mieux vaut prévenir que guérir. Donc je recite M. Braille, qui était l'ancien président de l'ANA, et donc d'avoir un véritable observatoire des copropriétés, d'utiliser les outils qui existent, le fichier Philocom, le registre national des copropriétés, et de mettre en amont le plus possible les dispositifs ANA pour éviter en fait ces dégradations et donc ce temps long et donc ce coût public et ce coût social qui est assez important, surtout qu'on est face à 2 enjeux à l'avenir. La transition écologique, il faut que les copropriétés en centre ancien, mais aussi grands ensembles, participent à cette transition écologique. Et la deuxième, qu'on entend moins actuellement, mais je pense qu'il va être un enjeu fort, c'est la transition démographique. On a un vieillissement de la population et on a beaucoup d'immeubles en centre ancien qui ne sont pas adaptés à cette transition démographique. Et comment on fait pour rendre adaptables ces immeubles ? Très clair. Je vois que M. Itier était aligné et d'accord avec vous. Et du coup, vous pouvez rebondir sur ce que vient de dire M. Caté-Wagner. Mais du côté des territoires, justement, qu'est-ce qui vous manque ? Alors, compte tenu de la complexité des sujets, parfois, il nous manque un peu d'optimisme en se disant on va y arriver. Mais avec ce que je viens d'entendre et sur la mise en perspective de ce qui s'est passé à Paris, ça nous donne beaucoup d'optimisme, comme quoi on a beau être Marseillais, Paris peut nous donner parfois un peu d'espoir. Qu'est-ce qui nous manque du côté des territoires ? J'ai envie de dire 2 choses en 2 mots, mais qui vont rejoindre ce qui vient d'être dit. Simplifier et faciliter. Simplifier parce que sur tous ces sujets-là, et notamment sur la réhabilitation de l'habitat ancien dégradé sur des cœurs de ville, comme c'est le cas à Marseille, on se heurte dans les projets qu'on peut mener, dans les objectifs qui sont les nôtres, dans le déroulement des projets qui sont les nôtres, à des contraintes qui sont légales, qui sont réglementaires. On pourrait vous en citer plein. On allait tout à l'heure parler, avant que ça ne commence, de la RE 2020. On peut parler d'un certain nombre de sujets sur lesquels on se rend compte qu'il y a des freins aux projets qu'on veut mener. Et donc, on va essayer aussi à Marseille de se donner ce rôle à travers la SPLAIN et son directeur et ses équipes, d'identifier les freins sur ces projets que nous essayons de mener sur la réhabilitation, notamment de l'habitat ancien dégradé, pour les faire remonter au niveau national et permettre peut-être un certain nombre d'évolutions. L'idée étant de se dire, quand on a des projets qui sont partagés politiquement, qui sont portés par l'ensemble des acteurs que nous sommes, quand ils sont attendus par les habitants, il faut absolument que
on puisse faire tendre le temps de l'action et nos objectifs, leur réalisation, vers ce qui est attendu et vers l'humain, qui est quand même le cœur de nos projets. Et ensuite, il faut faciliter. Et là, j'accueille avec beaucoup de satisfaction ce qui nous a été dit par Alexis Roux tout à l'heure, sur des questions notamment d'ingénierie et de financement. On a aujourd'hui, et pour le coup, on partage tous ce diagnostic, une vraie contrainte sur comment aider les copropriétaires qui sont partie prenante et qui veulent, on parlait tout à l'heure de coercitif et d'incitatif, mais dans l'incitatif, il faut parfois que l'on aide vraiment les copropriétaires, y compris sur des questions de financement, y compris sur parfois, et on essaie de l'imaginer nous de notre côté, sur du clé en main. Comment, lorsqu'ils ont la volonté de réhabiliter leurs biens, comment nous, on va leur faciliter, leur simplifier les choses. Et ça passera notamment par du financement. Et je pense que la Banque des Territoires a un rôle sur ce sujet. Et j'accueille vraiment avec grand plaisir ce qui a été dit tout à l'heure parce que ça va nous aider à résoudre ces difficultés-là. Et je suis sûr qu'on aura plein de choses à imaginer ensemble. Donc ce qui nous manque, faciliter et simplifier. Avec ça, on va pouvoir avancer largement dans nos territoires. Très clair, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour la qualité de cet échange. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Qui veut commencer ? Aucune question ? Non ? Bon, bah, je vous remercie alors et je vous souhaite une excellente journée.